Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Merci de bien nous rejoindre en cette autre émission de En 60 minutes avec Céline Lebel. Notre invité cette semaine est détenteur d'une maîtrise en sociologie et d'un doctorat en histoire. Il commencera sa carrière de professeur universitaire au département de sociologie de l'Université de Laval en 1981, dont il est devenu professeur titulaire en 1995. Il a enseigné les méthodes d'enquête et de recherche avancées en sociologie. Il a également enseigné l'histoire des Amérindiens, qui sont sa principale source pour ses recherches et ses publications, qu'il n'a cessé de faire pendant toute sa carrière professionnelle. Au cours de ses recherches, en 1985, il a publié un livre, Le Pays renversé, qui s'est rapidement imposé comme un classique de l'histoire des relations entre les Autochtones et les Européens. Il est membre du CERIA, du CELA, et a régulièrement obtenu de nombreuses subventions pour aider ses recherches. Il a aussi été responsable de recherche pour 2 importants chantiers. Ainsi, il a été membre du comité d'orientation de la recherche historique de la Commission royale d'enquête du Saut-Eramus sur les peuples autochtones. Puis il a été directeur d'une vaste recherche du ministère des Affaires indiennes du Nord du Canada et du Conseil des Nations Huron-Wendat. À partir des années 1990, il a consacré une grande partie de ses travaux aux Autochtones exclusivement de la vallée du Saint-Laurent. Tout cela fait de notre invité un historien exceptionnel aux compétences multiples, dont la réputation dépasse les frontières disciplinaires de sa profession. Il est professeur à la retraite, Monsieur Denis Delage, en compagnie de Céline Lebel, pour En 60 minutes. Bonsoir, Monsieur Denis Delage, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Lebel, ça fait plaisir. Alors, allons-y tout de suite. Vous nous avez mentionné que le but que ce soit des Britanniques, des Néerlandais et même des Français, ça a toujours été de transformer. On va parler du statut légal des Indiens, autochtones, Amérindiens, Mohawks, Métis, Inuits, etc. dans quelques instants, parce que vous êtes un spécialiste on pourrait dire des traités qui concernent ces... J'ai travaillé évidemment sur l'histoire des traités, mais pas exclusivement. J'ai travaillé sur l'histoire des relations entre autochtones et colons on va dire du 16e siècle à hier matin. Oui, c'est ça, exactement. Puis vous avez un livre que vous avez écrit avec Jean-Pierre Sawaya sur les sur les traités des 7 feux. Alors, c'est un livre qui fait le tour des traités qui ont été conclus au moment de la conquête britannique du Canada, à partir de ce qui nous reste comme information sur ces traités, et en utilisant également la mémoire des archives, c'est-à-dire des rencontres entre les autorités britanniques et les autochtones de ce qui est devenu le Québec, qui nous livrent de l'information sur ce qui était le contenu de ces traités. Alors souvent sur ces traités même, nous avons peu d'informations immédiates parce que les documents ont pu disparaître, mais dans les rencontres ultérieures, les documents nous informent de ce qui était inclus dans ces traités. D'accord. Et comme je disais tantôt au début, un but commun était la transformation en bons catholiques et en agriculteurs de des Autochtones. Oui, curieusement, y compris en agriculteur, même si, je dis curieusement parce que il faut dire, même s'il y avait beaucoup de nations autochtones qui étaient des cultivateurs, qui étaient des agriculteurs. Voilà. On se rappelle simplement que lors du premier siège de Québec par les Anglais en 1629-1630, Champlain, qui avec ses hommes meurt de faim, demande aux Abénaquis de leur fournir la nourriture, c'est-à-dire le produit de leur agriculture. Donc oui, les Autochtones, dans toutes les régions où le climat le permettait, cultivaient le maïs ou le blé d'Inde et l'ensemble des plantes qui les caractérisaient leur agriculture, et dans de grands jardins, des jardins si grands qu'il est arrivé que des missionnaires s'écartent plus facilement dans les jardins des Indiens que dans le bois, ce qui veut dire que c'était très grand. Oui, et ça, c'était fondé sur une fausse perception que les Indiens ou les Autochtones, on va définir le statut légal et comment on peut utiliser ces mots-là, étaient des gens qui étaient pour se déplacer éventuellement, donc on n'était pas on avait le droit de s'approprier leur territoire.
On avait le droit, on considérait qu'on avait le droit de s'approprier leur territoire parce qu'on jugeait, à tort, mais néanmoins, on jugeait qu'ils étaient des peuples sans foi, c'est-à-dire sans religion, sans loi, sans roi, bref, des peuples du vide, et qu'il fallait intégrer dans des royaumes organisés et hiérarchisés, avec la vraie foi et le bon pouvoir politique. Donc, tant les Français, les Anglais, les Néerlandais que les autres, les Espagnols, les Portugais, chacun à sa manière, et ses manières sont extrêmement différentes d'une à l'autre, visent néanmoins à subordonner les nations autochtones au pouvoir colonial et au pouvoir métropolitain d'un des grands pays colonisateurs de l'époque. Là. C'est-à-dire le projet vise toujours à agrandir le royaume, mais à intégrer les populations d'Amérique dans ce royaume. Oui, qu'on considère ou qu'on va mal nommer comme étant des païens, n'est-ce pas? Quand on les nomme comme païens, on veut dire des gens qui relèvent du monde de Satan, c'est-à-dire de force du mal, et qui n'ont pas des gens qui sont dépourvus de la vraie et seule religion. Alors que ce sont des nations très bien organisées qui sont là depuis des années, quoi. L'Amérique est peuplée depuis au moins 15 000 ans, donc évidemment, les Européens n'ont pas découvert l'Amérique puisqu'elle était habitée depuis 15 000 ans. Ils ont découvert les routes pour y venir, mais on se représente ces pays et ces sociétés comme étant des sociétés du vide, alors que l'Europe apporterait le plein et l'avant-garde en somme du progrès, et pas vraiment l'avant-garde du progrès, l'avant-garde de la vérité. Et ils n'ont pas vraiment apporté plus qu'eux avaient déjà découvert ou avaient déjà mis en branle dans leur société. C'est-à-dire que oui, les Européens ont apporté beaucoup de choses. Ils ont contribué, ils ont apporté, par exemple, ils ont apporté le métal, par exemple, ils ont apporté le fer. Okay. Les Amérindiens au nord ici avaient le cuivre, au sud l'or, qui n'avait pas une grande valeur, une valeur moins grande que les tissus, puisque fabriquer des tissus exigeait plus de temps qu'extraire l'or au Mexique, par exemple, ou au Pérou. Mais ce que visent les Européens, c'est de s'approprier des ressources d'un territoire, c'est-à-dire des produits miniers ou des fourrures ou du bois de l'ensemble de ces pays, et d'intégrer et subjuguer ces populations à l'intérieur de leur royaume, dans un contexte où l'économie se développe non pas à l'échelle, en Europe en tout cas, non pas à l'échelle européenne, mais à l'échelle de l'Atlantique, à l'échelle des océans, puisque les Européens vont poursuivre leurs projets coloniaux tout autour de la Terre, sur la surface de la planète. Oui, et on n'a pas enrichi les nations autochtones quand on s'est approprié les ressources, etc. C'est davantage un processus d'expropriation. Oui. Est-ce que localement, pour un temps, des nations peuvent s'être enrichis? On peut dire oui, par exemple. Disons dans la traite des pelleteries, par exemple, qui est le fondement économique de la Nouvelle-France, puis des premières décennies du régime britannique. Dans la traite des pelleteries, les Amérindiens évidemment acquièrent des armes à feu, acquièrent des étoffes, acquièrent des contenants pour faire cuire l'eau et pour cuisiner, c'est-à-dire des contenants de cuivre généralement, ou des couteaux, des haches qui coupent plus vite, plus vite que les haches de pierre, des haches de métal. Donc oui, il y a un enrichissement, oui, ils y gagnent, mais au total, quand on regarde sur un long terme, le processus d'accumulation de la richesse, le processus d'accumulation du capital se fait exclusivement du côté européen, et le commerce contribue à l'implantation graduelle des Européens sur les territoires autochtones et à la dépossession graduelle des Autochtones de leur territoire et de leur autonomie. Alors, je me suis un peu écartée, mais c'est correct, on y revient quand même. Le statut légal qui est attribué, vous m'avez parlé que le gouvernement fédéral est tuteur et que le statut d'Indien est un statut d'enfant, c'est-à-dire pupille de Sa Majesté. Pourriez-vous élaborer et nous distinguer aussi les différents membres des nations amérindiennes? Bon, alors c'est pas tout à fait ça. Alors, non, okay. Alors définissons qui sont les autochtones au Canada.
Canada. Alors, les Autochtones au Canada sont les Inuits, qui légalement ne sont pas des Indiens, les Métis, communauté qui est apparue qui est apparue après évidemment l'arrivée des Européens au Canada, mais qui s'est développée avant que s'exerce le pouvoir réel et effectif de la couronne britannique sur le Canada. Donc on peut dire des communautés qui ont émergé depuis entre le 16e siècle et quelque part au 19e siècle, et finalement ceux qui sont légalement les Indiens, alors c'est-à-dire les Amérindiens, donc l'ensemble des Premières Nations du Canada, mais qui ont le statut légal d'Indien, c'est-à-dire on est Indien parce que on est descendant des, entre guillemets, sauvages qui étaient recensés par le gouvernement fédéral au 19e siècle. On a fait des listes des nations des sauvages, et au fur et à mesure de la dépossession territoriale des Premières Nations, le gouvernement a fait le recensement des Indiens dont il allait prendre la charge et auquel il allait donner des réserves minuscules en compensation des territoires qu'ils avaient cédés. Sont Indiens ceux qui sont descendants de ceux qui ont été recensés au 19e siècle, à condition qu'ils se soient mariés selon les règles du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que jusqu'à 1985, une femme indienne qui mariait un blanc devenait un blanc, de même que ses enfants. Un Indien qui mariait une blanche avait des enfants qui étaient légalement des Indiens. Donc ça dépend de la manière dont on s'est marié. La règle vaut toujours maintenant, bien que ça ait été modifié, c'est-à-dire que quand on est Indien, on a des petits-enfants qui sont Indiens ou ne sont pas légalement des Indiens, selon la manière dont on s'est marié soi-même, ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, si sur 3 générations on marie des Blancs, les descendants ne sont plus légalement des Indiens. Donc, les Indiens sont définis légalement, ce qui est absurde et ce qui est raciste, par un quantum de sang. Et en somme, plus on se marie hors de la communauté, plus petite est la probabilité que ses descendants soient des Indiens. Alors donc, on est défini par recensement au 19e siècle, on est défini par la manière dont ses parents et arrière-grands-parents et éventuellement ancêtres se sont mariés. Maintenant, les Indiens ont un statut légal particulier, qui n'est pas celui des Métis et qui n'est pas celui des Inuits. Les Indiens sont légalement des pupilles des pupilles du roi ou de la reine. C'est-à-dire que ils sont ce qui veut dire que le gouvernement fédéral est le tuteur de ces pupilles, ce qui veut dire que les Indiens ont le statut légal d'enfants et que le pouvoir et que le gouvernement fédéral a l'obligation de traiter les Indiens comme un bon père traite ses enfants, ce qui a toutes sortes d'implications. Précédemment, jusque dans les années 1960, ça voulait dire qu'un Indien ne pouvait pas se présenter en justice puisqu'il était un enfant, il n'était pas un adulte. Évidemment, ce n'est plus le cas maintenant, mais même encore maintenant, le fédéral va toujours valider le testament d'un Indien puisque l'Indien étant légalement un enfant, son tuteur doit valider la manière dont les biens sont transmis à des héritiers, par exemple, et le caractère légal ou non de ces transactions-là. Alors, en somme, les Indiens légalement relèvent d'un ministère, qui est le ministère des Affaires indiennes, mais plus fondamentalement du gouvernement canadien, non pas comme citoyen, mais comme pupille d'un tuteur. Donc, c'est pas la même relation légale que celle qui existe entre le gouvernement canadien et l'ensemble des citoyens canadiens qui repose sur la base de la pleine reconnaissance des droits des citoyens canadiens qui sont membres d'une communauté politique et non pas des enfants du gouvernement, non pas des pupilles du gouvernement. Par ailleurs, la Constitution canadienne du Canada, la Constitution du Canada de 1982 reconnaît des droits spécifiques aux Premières Nations, aux Autochtones du Canada, et font partie, encore une fois, des Autochtones, les Indiens, les Métis et les Inuits. Okay. Mais avec un statut légal différent. Avec un statut légal différent pour les Indiens.
Les Inuits peuvent marier qui ils veulent, Inuits ou pas, dans la mesure où les enfants et descendants font partie des communautés inuites, ils sont considérés comme étant les habitants du territoire et ont les mêmes droits que les autres, ce qui n'est pas le cas chez les Indiens, où les descendants d'Indiens qui ne sont pas légalement des Indiens peuvent être expulsés du territoire des réserves, en principe réservées seulement aux Indiens légaux. Oui, mais on a vu ça là, il y a quelques années, je crois. Hein? On a vu ça à Kahnawake, mais dans ce cas-là, c'est pas le gouvernement qui expulsait généralement des Indiennes mariées à des non-Indiens. C'est le conseil de bande de Kahnawake qui expulsait les couples mixtes. Ou encore des individus habitant sur le territoire, et pouvant même éventuellement parler Mohawk, mais qui n'avaient pas le statut légal d'Indien. OK. Maintenant, là, vous nous avez envoyé une documentation, un syllabus de votre livre. Oui. Vous dites qu'il faut commencer par expliquer pourquoi les Français, contrairement aux Néerlandais et aux Britanniques, n'ont jamais signé de traité de cessation du territoire. Alors, ce sont les Néerlandais qui, à la Nouvelle-Amsterdam, devenue New York, ont introduit les traités de cession du territoire. C'est-à-dire que, dans la tradition bourgeoise qui était la leur, pour s'établir sur un territoire, il fallait en avoir la pleine propriété, et ils ont négocié un traité avec les Manhattan, les habitants de ce qui est devenu l'île de Manhattan, de cession du territoire, pour lequel ils ont acheté le territoire, pour l'équivalent d'à peu près 60 pots de castor. Ça ne voulait évidemment rien dire pour les Manhattan, ou donc pour cette Première Nation, parce que dans leur compréhension, on ne pouvait ni vendre l'air qui nous entoure, ni l'eau, ni la terre. Mais dans la tradition néerlandaise, qui relève d'une logique bourgeoise, il faut s'assurer qu'on a la pleine propriété sur le territoire et une propriété qui est exclusive. C'est repris par les Britanniques, mais les Français n'ont jamais eu cette politique d'extinction des droits autochtones sur le territoire par l'achat de territoire, parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes chez eux la propriété privée. C'est-à-dire que les Français vivaient sous le régime seigneurial. Dans le régime seigneurial, il n'y a pas de propriété privée exclusive du territoire. C'est-à-dire que le territoire du censitaire, par exemple, le curé a des droits dessus pour la dîme. Il peut retirer la dîme par la contrainte s'il le faut. Le seigneur a des droits, c'est-à-dire il peut contraindre le censitaire à moudre son grain dans son moulin. Le roi peut avoir le privilège de se réserver les chênes pour la construction navale. Les pauvres peuvent aller glaner et ramasser ce qui reste après la récolte du cultivateur. Les éleveurs peuvent traverser un territoire. Donc, chacun a des droits différents sur le territoire qui se superposent les uns par rapport aux autres. Et en s'établissant ici, les Français ont rajouté spontanément et facilement le droit des Indiens de pêcher et de chasser sur les terres des seigneurs ou les terres des colons. Alors donc, on les a intégrés, les Français les ont intégrés dans cette logique de superposition des droits sur un même sol. Alors que pour les Britanniques et les Néerlandais, la propriété est exclusive. Si j'ai acquis ce territoire, les Indiens ne peuvent plus venir y ramasser des framboises comme ils le faisaient précédemment. Il y a une clôture, c'est désormais une propriété qui est entière et qui couvre tous les usages possibles du sol. Alors, donc, les Français n'avaient pas la propriété privée, et en outre, c'était une société d'ancien régime, c'est-à-dire une société qui exigeait la soumission et la subordination des vassaux, c'est-à-dire dans ce cas-ci des nations alliées ou incluses dans l'empire colonial, auxquelles on demandait simplement mais exclusivement et entièrement d'être loyaux au roi, d'être soumis au roi, et à des degrés divers de devenir catholique. On demandait pas de créer une société homogène où tout le monde partagerait les mêmes valeurs. On acceptait qu'il y ait toutes sortes de langues, toutes sortes de nations, toutes sortes de manières de vivre radicalement différentes, pourvu qu'on soit loyaux au roi et au pape et finalement au Christ, disons-le comme ça. Alors que chez les protestants, on
crée des communautés homogènes de colons et on refoule le sauvage, ce qui n'est pas le cas des Français. Ah, c'est ça, exactement. Alors, et vous poursuivez en disant qu'il faut identifier la fédération catholique, finalement, des 7 feux, c'est-à-dire les nations autochtones alliées, dont les origines remontent à la période de la conquête. Et puis là, il y a 7... Bon, alors si on veut parler, oui, il y a eu des traités... il y a eu des traités d'alliance entre les Français et les Autochtones, mais il y a eu tout particulièrement, ce qui nous intéresse ici, des traités entre les autorités britanniques au moment de la conquête avec les Autochtones. Et avec qui ces traités ont-ils été signés autour de la chute de Québec et de celle de Montréal, puis évidemment... de même à Niagara et partout ailleurs pour ce qui était des lieux de guerre de la guerre de la conquête. Il y a donc eu des traités entre les Britanniques et la Fédération des Sept Feux. Alors, d'où vient cette Fédération des Sept Feux? Alors, au moment au moment de la conclusion de ces traités, cette Fédération des Sept Feux, c'est une fédération d'Indiens domiciliés parmi les colons. Alors, qui étaient ces Indiens domiciliés parmi les colons? Ben, c'était les Hurons vivant à proximité de Québec, les Abénaquis à proximité de Trois-Rivières, les Iroquois chrétiens, dont entre autres les Mohawks, la région de Montréal, de Kanesatake, c'est-à-dire ou de Oka, donc sur l'Outaouais, les Nipissing qui étaient également au même endroit, et les Algonquins. Il y avait également des Iroquois à Quasasne ou Saint-Régis. Alors donc ces nations se regroupent. Parfois elles sont 7, parfois elles sont 8, mais peu importe, elles se désignent toujours de Fédération des Sept Feux. C'est un nom qui est plus ancien et qui renvoie à des fédérations de Sept Feux qui existaient précédemment dans les Grands Lacs. On ne sait pas exactement ce qui était le lien entre les uns et les autres, mais bref, les communautés indiennes vivant parmi les colons, à proximité des colons français, ont toutes conclu des traités avec les autorités britanniques au moment de la conquête. Et je ne sais pas si vous voulez les voir un par un ou globalement, là, je vous laisse poursuivre. Ben, dans le contexte historique, là, on pourrait parler du traité d'Oxey-Getchee en août 1760, où le général Amherst, William Johnson et la région de Montréal, vous mentionniez, il y a 800 guerriers. Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Parce qu'on va arriver près de Montréal. Alors, Québec est tombé, et les Britanniques veulent une victoire totale, et il reste à prendre Montréal. Alors, les troupes partent de New York et de la Nouvelle-Angleterre et convergent vers Montréal par deux routes, par les Grands Lacs, le fleuve jusqu'à Montréal, et d'autres par le lac Champlain, le Richelieu. Et alors, le traité de Oswegatchie, maintenant Oswegatchie, c'est à peu près à mi-chemin entre Montréal et Kingston. On est en août 1760. Alors, les troupes britanniques arrivent du lac Ontario, sont rendues à mi-chemin et craignent être interceptées par les alliés des Sept Feux, les alliés autochtones des Français, dans leur descente du Saint-Laurent. Et ils proposent un traité de neutralité aux autochtones des Sept Feux, c'est-à-dire les mêmes nations que j'ai désignées précédemment, dans lesquelles ils disent: si vous nous laissez descendre à Montréal sans entrave, nous vous garantissons la liberté de religion et nous vous garantissons, ce qui veut dire en pratique, vous pouvez demeurer catholique, mais ce qui n'exclut pas qu'on puisse garder les croyances religieuses anciennes, mais l'ensemble de ces communautés étaient catholiques, et nous vous garantissons la possession de vos droits, c'est-à-dire la possession de vos territoires et les droits que vous avez. Donc c'est très vague. On n'a pas de documents, mais des documents ultérieurs nous remémorent ce qui s'est passé en août 1760, et donc il s'agit du maintien des autochtones dans leur possession, leurs droits et la liberté religieuse, pourvu qu'ils demeurent neutres. Alors et qu'ils n'attaquent pas donc les Britanniques alors que ces troupes descendent à Montréal, et ce traité de neutralité a donc été conclu. Mm-hmm.
Et il y aura d'autres traités. Le général Murray, qui lui est à Québec, part avec les troupes britanniques pour aller rejoindre les troupes qui visent l'encerclement de Montréal et la prise de Montréal. Et il rencontre le 5 septembre 1760 les Hurons et il leur signe un document par lequel les Hurons acceptent d'être soumis à Sa Majesté, mais les Canadiens quand ils rendent les armes, ils reconnaissent toujours qu'ils sont désormais soumis à Sa Majesté britannique, mais ils sont jamais reçus comme alliés, alors que les Hurons et les Indiens en général sont reçus comme sujets à Sa Majesté et alliés, c'est-à-dire c'est pas exactement comme pour les Canadiens, et la couronne s'engage à ne pas les molester, leur donne des garanties pour la religion, leurs coutumes, la liberté de commerce et leurs possessions. Oui, et aux mêmes conditions que les Canadiens, vous écrivez. En fait, aux mêmes conditions que les Canadiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépossédés tout comme les Canadiens, mais ils sont reçus comme alliés, ce qui est un petit peu plus que les Canadiens. Les Canadiens ne sont que sujets, alors que les Indiens sont alliés. Et puis ensuite, il y a le traité qui n'est pas avec les Sept Feux, mais le traité entre les Britanniques et les Français lors de la capitulation de Montréal, le 8 septembre. Le 8 septembre, oui, c'est ça, le 8 septembre. Le 8 septembre 1760, c'est 3 jours avant pour ce qui est des Hurons. Et les Britanniques acceptent, avec la réduction de Montréal, de reconnaître que les sauvages seront maintenus dans les terres qu'ils habitent et qu'ils ne seront pas inquiétés pour avoir participé aux guerres contre les Britanniques et qu'ils pourront garder leur missionnaire. Donc, en somme, il n'y aura pas de répression parce que ils ont combattu les Britanniques, on fait la paix et on reconnaît leur possession. Mais le grand traité, le plus important, c'est le traité du 16 septembre 1760 à Kanawake. Et là, les Britanniques et les Sept Feux concluent la paix, rappellent le traité de Swegatchie, et les Indiens entrent dans ils font plus que l'appel, ils entrent dans un traité d'alliance et de soutien mutuel avec les Britanniques, ce qui veut dire que quand les Britanniques seront en difficulté, les Indiens iront les défendre, et inversement, quand les Indiens seront en difficulté, les Britanniques iront les défendre. Mais évidemment, on imagine que les Britanniques vont avoir besoin des Indiens à quelques reprises, on le verra ultérieurement avec la Révolution américaine, mais quand les Indiens seront en difficulté, il n'est pas garanti que dans l'Empire colonial britannique, on aille à leur rescousse. Mais en fait, le traité dit que il y aura un appui mutuel et qu'on participera mutuellement à la défense de l'un et de l'autre. Les Indiens obtiennent également la possession paisible des lieux où ils habitent, c'est-à-dire de leur village, la liberté religieuse. Il y a une discussion à propos de l'alcool sur lequel il n'y a pas d'entente écrite finale, mais les Indiens pourront faire du commerce librement avec les Britanniques. Bref, on reconnaît, les Indiens entrent dans le grand réseau d'alliance des Britanniques et ils joignent à cet égard un grand nombre de nations autochtones de ce qui est actuellement les États-Unis qui étaient alliés aux Britanniques. Mm-hmm. Et vous appelez ce qu'ils appellent les spots of ground. Ça, c'est réfère au village, terre du village certainement, et terre basse également. Oui. Est-ce que ça comprend certainement les terres de village? Puis d'ailleurs, il y a une discussion à cet égard. On se dit si jamais il faut que des Indiens se déplacent ou que le gouvernement veuille les déplacer ou qu'eux-mêmes veulent se déplacer parce que les Indiens habitaient un village une quinzaine d'années puis ensuite avec l'épuisement des terres déménagées. Alors les autorités britanniques leur garantissent que ces nations pourront avoir des terres équivalentes. Donc en somme, ce que l'on dit, c'est qu'il n'y aura pas expropriation des terres indiennes. Il y a des allusions qui sont pas toujours explicites, mais qui pourraient être interprétées différemment. Mais d'une manière générale, dans la mesure où on dit le maintien de vos coutumes, ça implique le maintien de l'accès aux terres de chasse, aux terres de pêche et de chasse, oui. Ouais, c'est-à-dire aux rivières où on pêchait et évidemment aux terres de chasse, au territoire donc de pêche et de chasse. Ça n'a pas dû toujours être très très bien respecté, mais en tout cas.
Généralement, ça n'a pas été respecté, mais c'est ce que disent les documents. Ensuite, si on poursuit, on sait qu'il y a eu un traité analogue avec les Montagnais ou les Inuits, mais le traité est perdu. Le plus probable, c'est qu'il y a il y a eu les mêmes garanties, mais on n'a pas le document. Et puis, ensuite, alors qu'il y a ce traité d'alliance avec les Britanniques, entre les Britanniques et les Sept-Feux qui étaient précédemment les alliés des Français, il y a une guerre dans les Grands Lacs, une guerre d'indépendance, c'est-à-dire que les Indiens des Grands Lacs disent aux autorités britanniques, vous avez battu les Français, mais vous ne nous avez pas battus, et c'est pas parce que la France s'est retirée ou que la France vous cède le territoire que vous avez le droit d'entrer chez nous. Nos territoires nous appartiennent à nous. Les Grands Lacs n'appartiennent pas à la France, nous sommes chez nous. Les Français étaient chez nous, nos invités. Les forts français, un peu partout dans ce qui était l'ancien Empire français, étaient des forts en territoire autochtone. Un indice de ça qui montre que cette idée n'est pas folle, c'est que contrairement à la France où c'était les vassaux qui donnaient des présents au roi, dans les Grands Lacs, c'est l'inverse. Dans les Grands Lacs et sur le Mississippi, c'était le roi de France qui donnait des présents et c'était interprété à bon droit, à mon avis, comme étant une marque de la reconnaissance d'un territoire qui était autochtone et les Indiens étant des alliés, non pas des communautés assujetties au roi de France. Alors donc ça donne lieu à une guerre qui est une guerre dont le chef est Pontiac, un chef Outaouais, et Pontiac rallie toutes les nations, c'est pas rien là, des Grands Lacs, de l'Ohio, du Mississippi jusqu'en Louisiane. Ses troupes arrivent à bloquer la remontée des navires britanniques du Mississippi, mais ces troupes ne peuvent arriver à prendre les grandes fortifications des Français, c'est-à-dire le fort Niagara, le fort Pittsburgh et le fort Duquesne qui est devenu Pittsburgh et le fort du Détroit. En plus, ils sont très durement affaiblis par la variole qui les frappe et ils sont obligés de conclure un traité en 1766, un traité de paix mais un traité d'alliance, c'est-à-dire de paix et d'alliance. Mais cette guerre de Pontiac a conduit le roi d'Angleterre, George III, à proclamer une loi, la proclamation royale, dans laquelle les autorités britanniques font l'analyse suivante. La guerre a coûté une fortune. Nous avons gagné la guerre contre les Français, mais la guerre ne peut pas se poursuivre indéfiniment parce que nous n'en avons pas les moyens. Il faut arriver à calmer les Indiens. Et en plus, les autorités britanniques craignent déjà l'indépendance américaine en se disant si les Américains, si les coloniaux britanniques, des colonies de l'Atlantique poursuivent leur progression vers l'ouest, puisque la population double à chaque génération, il y aura de plus en plus de guerres avec les Indiens, ce qui va nous entraîner dans une guerre qui ne finira pas. Et en plus, les Américains ces coloniaux britanniques insoumis pourraient vouloir devenir indépendants. Et donc, comme on craint l'indépendance américaine et comme on veut calmer le jeu pour ce qui est des rapports avec les Autochtones, on conclut cette paix avec Pontiac et on reconnaît un titre autochtone sur le territoire. C'est-à-dire, on crée un territoire indien et on dit que sur ce territoire indien qui va des Appalaches au Mississippi, l'ouest du Mississippi est devenu espagnol, et en gros un petit peu au nord de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Labrador. On dit que sur ce territoire, les Indiens qui sont tous pensés et conçus comme s'ils étaient des chasseurs-cueilleurs et on ne dit jamais explicitement qu'il s'agit généralement de communautés sédentaires de cultivateurs. On dit que ces Indiens ont un droit d'usufruit sur le territoire et que si jamais les Britanniques veulent acquérir du territoire, il devra y avoir
des traités officiels qui résultent de négociations et de la signature d'un traité commun entre les représentants légitimes des Britanniques, donc les représentants du roi, et les représentants légitimes des Indiens. Donc, quiconque ne peut acheter une terre aux Indiens. Toutes les transactions doivent passer par l'administration royale. Et alors, le droit du... Oui. Et c'est depuis ce temps qu'on reconnaît un droit d'usufruit sur le territoire, pas un droit de propriété, c'est un droit de possession. Un droit d'usufruit veut dire que les Indiens ont droit de poursuivre leur vie traditionnelle de pêche et de chasse sur le territoire et qui ne peuvent en être expropriés ou refoulés sans qu'il y ait un traité. C'est la raison pour laquelle, quand le gouvernement du Québec, en 1973, a décidé de construire les barrages de la baie James, les cris sont allés voir des avocats en leur demandant que faire, et les avocats ont dit, il y a une loi qui est très vieille, qui a été oubliée, mais qui n'a jamais été abrogée, qui est la Proclamation royale du Canada, et qui dit qu'on ne peut déloger des Indiens sans compensation, ce qui a forcé le gouvernement à conclure un traité avec les Cris en 1975. Et c'est en vertu de cette loi que le gouvernement canadien a conclu des traités avec les Indiens de l'Ontario à partir de la révolution, des années qui ont suivi la Révolution américaine, et surtout une série de 11 traités qu'on appelle les traités numérotés, de 1 à 11, de 1871 à 1921, par le Canada s'est approprié le territoire de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et d'une partie de la Colombie-Britannique. Donc, dans tous ces cas, des traités qui relèvent des exigences de la proclamation royale par lequel le gouvernement donne des compensations, à vrai dire, minables aux Indiens. Ces traités sont souvent conclus avec la présence de l'armée. À proximité, donc les Indiens n'ont pas vraiment le choix, et le gouvernement prévoit un territoire minuscule d'une réserve pour l'une ou l'autre des communautés, et ces Indiens sont pris sous la tutelle du gouvernement fédéral qui, au nom du roi, les prend en main et leur assure les services minimaux de scolarisation à peine, de santé, un peu d'argent pour les chefs à chaque année. Mais ces traités inégaux nous rappellent néanmoins qu'il y a un titre autochtone sur le territoire, et pour ce qui est du cas du Québec, évidemment, ce titre autochtone n'a effectivement jamais été éteint. C'est une exigence britannique, ça n'existait pas sous les Français, mais à partir du régime britannique, ça devient la loi, et pour ce qui est du territoire du Québec, il y a eu une cession légale du territoire par le traité de la baie James, mais l'ensemble du territoire du Québec est un territoire où il n'y a pas eu de cession légale, c'est-à-dire de transfert légal de possession du territoire des Autochtones vers le gouvernement. Non. Comment aurait-il été possible que ça soit fait par les Français, comme vous avez expliqué plus tôt, là? Pour les Français, ça n'existait pas. Pour les Français, il y avait juxtaposition de groupes, de nations, et les Français ont même créé une seigneurie des sauvages, c'est-à-dire une seigneurie des sauvages néophytes, c'est-à-dire nouvellement chrétiens de la région de Québec, et il y avait même des colons qui avaient pour seigneurs des montagnais ou des Hurons. Alors, cette logique-là n'existait pas dans la société d'ancien régime de la Nouvelle-France. Mais elle est introduite par les Britanniques. Mm-hmm. Oui. J'aimerais que vous puissiez revenir sur le point 13 de votre syllabus, qui était garanti en vertu de l'alliance militaire. Ça, c'est Révolution américaine 1776, guerre de 1812, et la révolte des Patriotes, qui nous interpelle plus particulièrement ici au Québec. Comment pouvons-nous... qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, les traités dont j'ai parlé autour de la conquête, et tout particulièrement le traité de Kanawake du 15-16 septembre. Par ces traités, les Indiens deviennent des sujets et des alliés des Britanniques, et on se garantit le support mutuel.
Alors, lors de la Révolution américaine, évidemment, les autorités britanniques disent, en vertu, disent aux nations autochtones du Québec d'alors, c'est-à-dire et ultérieurement du Bas-Canada, disent vous, nations autochtones, vous êtes nos alliés, et ça a été marqué par des rituels à chaque année. Chaque année, les représentants du roi remettaient des présents aux nations indiennes, et ça s'est prolongé jusqu'à dans les années 1850. Alors disent, en vertu de nos traités, vous devez combattre de notre côté contre les Américains qui se révoltent. Les Indiens le font spontanément, pas simplement parce qu'ils sont assujettis à la couronne britannique, mais parce que les Britanniques lors de la révolution, durant la période de la Révolution américaine, n'avaient pas encore amené beaucoup de colons britanniques ici, alors que du côté des Américains, la croissance démographique et l'immigration poussaient à refouler toujours la frontière à repousser la frontière toujours plus à l'ouest et à refouler en conséquence les nations autochtones. Alors, les nations autochtones jugent que les Britanniques sont le meilleur allié et que l'ennemi principal, ce sont les colonies américaines. Alors, les nations autochtones, il y a en particulier partout les nations autochtones, ou presque, et les Sept-Feux en particulier, se rangent derrière les Britanniques lors de la Révolution américaine, c'est-à-dire 1774-1783, je ne me trompe pas, et il en sera de même lors de la guerre, pour les mêmes raisons, lors de la guerre de 1812-1814, et même lors de la révolte des patriotes qui exige un parlement, la démocratie, un parlement responsable. Les Indiens réagissent comme étant des alliés de la couronne britannique et prennent le parti du roi contre celui des patriotes. À vrai dire, même si dans le cas des patriotes du Bas-Canada, on proposait ce qui était très avant-gardiste, une union des francophones, des anglophones et des sauvages, entre guillemets, contre le pouvoir monarchique et le pouvoir jugé à bon droit, exagéré du gouverneur sur l'Assemblée législative. C'est quelque chose qui me semble a laissé comme un goût amer est-ce que vous ne croyez pas, entre les Canadiens français et les Autochtones? Je pense, s'il y a un goût amer, je pense pas que ça remonte là. OK. Peut-être faudrait-il parler davantage de cette question-là. Là-dessus, je pourrais pas m'avancer plus longuement parce que, honnêtement, j'en sais rien. Mais le rapport des francophones avec les Premières Nations change au moment de la conquête. Les Canadiens étaient beaucoup intermariés avec les Indiens dans les Grands Lacs, les Acadiens beaucoup aussi, moins dans la vallée du Saint-Laurent, mais il y avait une grande proximité, ne serait-ce que par la présence des villages des Sept-Feux. Donc une grande proximité, et les jeunes hommes qui partaient dans la traite des pelleteries, qui partaient de Montréal pour aller jusqu'aux Rocheuses et pour aller au Mississippi, étaient constamment en interaction avec des Autochtones, et jusqu'à la guerre de la conquête, évidemment, tous les combats, tous les conflits, toutes les grandes batailles contre les Britanniques se font conjointement entre Canadiens et Indiens. C'est-à-dire, il y a bien sûr l'armée française qui se combat selon les règles européennes, et il y a les Autochtones et les Canadiens qui combattent côte à côte sur le mode de la guérilla. Après la conquête, donc les Indiens joignent l'alliance avec les Britanniques, et les Canadiens qui voudraient faire reconnaître leurs droits, c'est-à-dire de la religion catholique, leur système seigneurial, leur langue, leur code civil, les Canadiens, pour obtenir des gains auprès des Britanniques, doivent se définir comme étant
des civilisés, c'est-à-dire comme étant des purs Français. Et ils vont tenir le discours suivant. Il est vrai, parce que les Britanniques jugent qu'ils sont ensauvagés. Et ils jugent parfois, par exemple, à Québec, qu'il est difficile de faire la différence entre un Huron et un Canadien. Ce qui serait pas le cas en Nouvelle-Angleterre, où la démarcation est nettement plus évidente et plus marquée. Alors, donc, les Britanniques jugent les Canadiens ensauvagés, et les Canadiens, pour obtenir la défense des droits auxquels je viens de faire allusion, doivent se définir comme étant de purs Français. S'ils se définissent comme proches des Indiens, les Britanniques ne vont rien leur reconnaître et vont considérer qu'ils sont des gens arriérés et barbares mais accepter éventuellement de leur reconnaître des droits s'ils représentent la civilisation française qu'ils admirent à l'époque, parce que c'est la plus prestigieuse. Alors en somme, les Canadiens ont honte d'eux-mêmes et se définissent dans la entre guillemets dans la pureté du sang, et comme étant n'ayant pas été influencés, et ils diront oui, il est vrai que nous étions proches des Indiens, mais c'était pour leur apporter la vraie foi et c'était pour leur apporter la civilisation. Nous étions l'avant-garde de la foi et de la civilisation, mais jamais nous n'avons rien pris des Indiens, jamais ne nous ont-ils influencés. Évidemment, ce qui est rigoureusement faux, mais dans la représentation que l'on a développée, on s'est positionné devant le maître britannique comme étant purement français. Et ça a marché? Oui, ça marchait, mais le prix est élevé. Ça marchait parce que c'était une bonne stratégie pour obtenir des droits, mais en même temps, ça a donné lieu à une rupture avec une très vieille amitié qui était celle des colons français et des Indiens. Et ça, vous dites bien que c'était à partir de la conquête. Il me semble bien que le point de bascule est la conquête. Oui. Et on pardonne. Oui. Non, je dirais très certainement, on voit très bien très bien le discours changer, le discours des élites changer. Alors on parle de 1760 dans ces années-là. On parle de toutes les... évidemment, ça tourne beaucoup aussi autour de la révolution américaine, parce que les Britanniques avaient pour but de convertir les catholiques en protestants et l'anglicisation. Ils vont garder ce but-là, mais néanmoins devoir faire des concessions importantes au moment de la révolution américaine pour avoir l'appui des Canadiens et celui des Indiens qu'ils ont pour acquis, comme je l'ai expliqué, par traité et par proximité d'intérêt. Mais cet argument-là, chez les Canadiens, nous sommes une race pure, est un argument qui est mis de l'avant tout le 19e siècle. Et même la large partie du 20e. Oui, là, c'est ça. Je vous amène maintenant à des temps plus modernes. Je vous ai fait part d'un article qui était de la Presse Plus, qui avec le titre qui va être une question qui va être posée à 6 historiens. 6 ou 7. C'est une question controversée. Il y a même devant à chaque assemblée municipale quelque chose qui est dit à ce sujet-là, que Montréal est un territoire Mohawk ou un territoire non cédé. Et puis je vous ai demandé de nous en parler avant l'émission. Que Montréal soit un territoire non cédé, c'est certain. La seule partie du territoire qui a été cédée par les Premières Nations au gouvernement du Québec et au fédéral, c'est l'entente de Baie James, 1975. Il n'y a aucune autre parcelle du territoire qui a jamais été cédée. Donc ça, c'est exact. C'est exact aussi parce que c'était pas la politique française, et c'est exact enfin parce que il est probable que pour un bout de temps les Britanniques ont pensé que le régime seigneurial avait ou aurait possiblement éteint le titre autochtone, mais chose certaine en bout de ligne,
outre la baie James, le territoire du Québec n'est pas un territoire cédé en vertu des lois britanniques. Maintenant, la deuxième question, mais le cédé à qui? C'est-à-dire qui était là? Alors les Mohawks disent que Montréal était un territoire de toute éternité Mohawk. Au XVIIe siècle, c'est certainement pas un territoire Mohawk, c'est un territoire algonquin. Mais qui était là au XVIe? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on sait que par Jacques Cartier, on sait de d'autres manières aussi par la tradition orale, que Montréal était habité par une population de langues et de mythologie et de systèmes de parenté iroquoiens. Donc, une population. Les Iroquoiens, ça regroupe des cultivateurs qui ont des caractéristiques linguistiques et mythiques communes. Alors, ça regroupe ces villages qui étaient de Québec, qui étaient dispersés qui étaient dispersés de Québec à Kingston, le long du fleuve. Ça regroupe les Hurons, maintenant à Québec, mais qui autrefois étaient sur les rives du lac qui porte leur nom, les Pétuns, les Neutres dans le sud de l'Ontario, et les nations de la Ligue iroquoise dont font partie les Mohawks, qui étaient la nation qui habitait la partie la plus à l'est de leur territoire, près de Albany, New York, les Sénéca habitant près de Niagara, dans l'État de New York. Alors, je voulais vous amener dans les temps plus modernes et qu'on parle un peu de la situation actuellement à Montréal où les Mohawks se réclament d'un territoire qui leur appartiendrait depuis belle lurette. Et ici, on demande à des historiens de se prononcer, à savoir si Montréal est un territoire Mohawk non cédé. Alors oui, Montréal est un territoire non cédé, puisque l'ensemble du territoire du Québec n'a pas été cédé, sauf la baie James en 1975. Maintenant, la cession de territoire, on se rappelle, remonte aux Britanniques, donc aucune cession sous régime français, et sous régime britannique non plus. Mais évidemment, ce qui vaut maintenant, c'est la loi d'origine britannique, et à cet égard, donc, non cédé, c'est exact. Est-ce que c'est Mohawk? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que au XVIIe siècle, quand les Français arrivent, il s'agit d'un territoire occupé par les Algonquins, non pas par les Mohawks, non pas par les Iroquois. Maintenant, il y a une complication, c'est que au XVIe siècle, Montréal était occupé par les Iroquoiens de Saint-Laurent. C'est un peuple qui a rencontré Jacques Cartier, sur lequel il nous a laissé de l'information. Ces Iroquoiens du Saint-Laurent habitaient donc, c'est une communauté qui habitait, qui est pas nécessairement unifiée politiquement, depuis Québec jusqu'à Kingston, et dont les villages se déroulaient un peu comme un chapelet là, tout le long du fleuve. Et ils appartenaient à une grande famille que l'on qualifie de iroquoienne, et sont iroquoiens des peuples qui parlent une langue appartenant à cette famille, qui sont des sédentaires cultivateurs et qui partagent un même système de parenté centré autour des femmes et une même mythologie. Alors, ces Iroquoiens, ils sont disparus vers 1580, épidémie, guerre, refroidissement climatique, il y a toutes sortes d'hypothèses, on ne sait pas trop, mais ils sont disparus vers 1580, et il ne semble pas personne chez les archéologues, personne chez les linguistes n'affirme actuellement que ces Iroquoiens étaient des Mohawks. Au contraire, on soutient que il s'agit de communautés distinctes, appartenant au même univers culturel, mais néanmoins distinctes à bien des égards, distinctes particulier par des variantes de la langue, c'est la même langue mais il y a des variantes, par un style de poterie qui n'est pas le même, et le plus probable est que ces communautés, donc pour lesquelles j'ai dit qu'elles étaient disparues vers 1580, elles aient eu de leurs membres qui se seraient réfugiés chez les Hurons. Alors il y a donc chez les Hurons possiblement des descendants des Iroquoiens, mais ce qui ne veut pas dire que les Hurons étaient des Iroquoiens de la région de Montréal, et le plus probable est que la Ligue iroquoise, y compris les Mohawks, a fait la guerre à ces Iroquoiens, dont ils auraient ramené des captifs. Il est donc possible qu'il y ait des Mohawks descendants des captifs dont l'origine serait Montréal. Alors, mais même s'il y a des individus dans ces communautés qui peuvent remonter aux Iroquoiens, il s'agit néanmoins de communautés distinctes. En tout cas, c'est actuellement l'avis de la plupart des archéologues, des linguistes et des historiens.
Donc, en conclusion, non, Montréal n'est pas un territoire mohawk. Non, d'accord. Et le préambule de chaque session municipale, de chaque session, que ça représente, ça, est-ce que c'est une fausseté? Je crois que c'est une fausseté. Mais dire que Montréal est un territoire non cédé, c'est exact. Mais dire qu'il est un territoire mohawk, je crois que c'est faux. Et je crois que s'il fallait désigner une nation, il faudrait dire que c'est un territoire algonquin. D'ailleurs, dans la tradition orale des Algonquins, reprise par Nicolas Perrault, l'explorateur, il est question d'une guerre dans laquelle les Algonquins auraient refoulé des Iroquois du Saint-Laurent, de la région de Montréal, et ce qui voudrait dire que les Algonquins se seraient établis quelque part au 16e siècle dans la région de Montréal. C'est qu'il serait plus juste comme revendication du territoire à leur part. Moi, je crois que ce n'est pas juste. Cependant, c'est une bonne idée de multiplier toutes les occasions de rapprochement entre la communauté iroquoise ou mohawk de la région de Montréal. Je dis iroquoise ou mohawk parce que généralement cette communauté se qualifiait d'iroquois chrétiens jusque dans les années 1950 et se définissent désormais plutôt comme mohawk. Mais peu importe, ils sont là depuis le 17e siècle. En fait, la communauté iroquoise qui est là remonte aux guerres du 17e siècle. Les Iroquois ont gagné ces guerres et une majorité de la population de l'Iroquoisie, y compris des Mohawks, sont devenus, à ce moment-là, une majorité de la population était constituée de captifs. C'est-à-dire que les Iroquois, en gagnant leur guerre, ont fait beaucoup de captifs, et la condition, évidemment, l'insertion de ces captifs dans la communauté était difficile, puisque autrefois on en avait quelques-uns, ce qui pouvait être possible, mais quand on se retrouvait avec une majorité d'étrangers faits captifs, la résistance devait être grande, et la société iroquoise aurait pu à cette époque se transformer en une société esclavagiste en traitant durement cette population faite captive, mais les Mohawks qui ont préféré garder une communauté du consensus ont préféré laisser partir les Iroquois chrétiens, c'est-à-dire ces captifs ramenés chez eux, désormais désignés d'Iroquois, mais venant d'une vingtaine de nations, ils les ont laissés partir pour s'établir près des Français. Cette communauté a défendu Montréal lors de l'attaque de la Chine, mais s'est opposée et a résisté aux attaques des Français contre les nations iroquoises dont ils étaient originaires. Et ces Iroquois de la région de Montréal ont joué un rôle bien important au plan culturel, au plan diplomatique, pendant au moins 2 longs siècles. Donc on a 3 siècles de cohabitation. Nous avons tout intérêt à marquer et à célébrer cette proximité et cette collaboration, ce qui n'implique pas qu'il faille dire qu'il s'agit d'un territoire mohawk. Mais ces Iroquois ont joué un rôle déterminant dans la conclusion de la paix de la grande paix de Montréal de 1701, qui regroupait les nations de l'ensemble, de la moitié est du continent, qui avec les Français faisait la paix avec les Iroquois. Donc, en somme, que l'on reconnaisse une présence autochtone à Montréal, à vrai dire de tout temps, d'une présence immédiate à côté de Montréal d'une communauté qui est devenue spécialisée dans la construction des ponts et des édifices en hauteur, et qui a toujours été très active dans la région de Montréal, bravo. Mais ça ne conduit pas à dire que Montréal est un territoire mohawk. D'accord. Oui, il est exact qu'il est non cédé, mais il n'est pas mohawk. Je vais juste terminer l'émission avec l'article qui parle de M. Jean Chrétien, qui revient sur un peu en avant de la scène, et qui, lui, défend la menace de partition du Québec en cas de vote majoritaire pour le oui. Et cette justification qu'il utilise, c'est que le Nouveau-Québec a été donné au Québec en 1911 et que le roi de France n'avait pas conquis cette partie du territoire. Et vous dites que c'est vrai. C'est complètement absurde, c'est complètement fou. Oui.
le roi de France avait un domaine du roi qui englobait toute la côte nord et une bonne partie des territoires qui allaient jusqu'aux affluents de la baie de James. Mais c'est même pas un argument pertinent, ça n'a aucun intérêt. Le territoire du Québec était agrandi jusqu'au nord, point. Ça fait partie de la juridiction du Québec, point. Lorsqu'il y a eu le traité de la baie de James, l'écrit, le Québec et le Canada ont participé tous les trois et ils sont tous les trois signataires. Il n'y a aucune raison qu'on dirait soudainement que ça faisait pas partie du Québec, ça en fait partie. Et le fédéral, à cet égard, l'a reconnu par le traité de la baie de James. Mais c'est une mesquinerie, rien d'autre. C'est parce qu'il a un livre qui va sortir bientôt. Il faut bien qu'il soit rempli, ce livre. Hein? Bon, ben alors, bonne chance. Mais tous les arguments sont recevables sur la place publique. On en débattra. Oui, on en débattra comme de raison. Et puis, comme je viens de le dire, on va vous réinviter. Moi, je vous remercie infiniment de votre présence et d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous. C'est trop court. Je vous contacterai très, très rapidement, si ce n'est pas même pour la semaine prochaine, parce que... Ça ferait plaisir. Oui, ça vous ferait plaisir de continuer, parce que si ça vous convient, nous, ça va nous convenir aussi. C'est parfait. Alors, on continue la semaine prochaine. Au plaisir. D'accord. Au revoir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.